C'était l'une des attaques combinées les plus lourdes. Plus d'une centaine de missiles de différents types et une centaine de drones de combat Shahed. Comme toute frappe russe, cette attaque est ignoble et a visé des infrastructures civiles critiques. De son côté, Moscou a déclaré avoir frappé massivement des sites énergétiques ukrainiens et dit avoir atteint toutes ses cibles. Nous resterons ici. Nous les éliminerons jusqu'au bout pour qu'elles n'aillent pas plus loin, pour qu'elles n'entrent pas dans Pokrovsk. Elles n'entreront pas. Bien sûr, cette poussée russe dans la région est inquiétante. Il serait dommage que nous devions céder complètement la région de Donetsk. Des gens meurent pour sa défense depuis bien plus qu'un an. Nous sommes devant une école de Pokrovsk. Elle a été bombardée pas plus tard que samedi dernier. Des immeubles comme celui-ci, complètement détruits, il y en a un peu partout dans la ville. Et c'est pour cette raison que le maire de Pokrovsk veut accélérer les évacuations. Depuis lundi, il a donné une semaine, voire 2 semaines au plus tard, aux familles avec enfants pour quitter la ville. Il y a déjà 4000 familles qui sont parties, 4000 personnes, dont 1000 enfants qui ont quitté la ville. Auparavant, les gens évacuaient au rythme de 500 personnes tous les mois. Maintenant, c'est 600 personnes chaque jour qui évacuent Pokrovsk. Et ce que veut en fait le maire de la ville, c'est qu'il n'y ait pas de mouvement de panique et que tout ne se fasse pas au dernier moment. Il faut savoir que les Russes sont à 10 km. Nous sommes donc à portée des tirs d'artillerie. Plus ils se rapprochent et plus la situation, bien sûr, est dangereuse. Voilà, situation à risque. Il faut imaginer quel risque prennent Marine Truchot et Marine Cotonov pour nous rapporter toutes ces informations, puisqu'ils sont à portée de tirs d'artillerie. Natalia Turine, je propose qu'on écoute un petit peu le sentiment, dans les tranchées, si je puis dire, le sentiment des soldats ukrainiens qui se battent justement contre les Russes, et on réagit ensemble. On écoute. Nous resterons ici. Nous les éliminerons jusqu'au bout pour qu'elles n'aillent pas plus loin, pour qu'elles n'entrent pas dans Pokrovsk. Elles n'entreront pas. Bien sûr, cette poussée russe dans la région est inquiétante. Il serait dommage que nous devions céder complètement la région de Donetsk. Des gens meurent pour sa défense depuis bien plus qu'un an. Voilà, Natalia Turine, en résumé, détermination et inquiétude tout de même du côté ukrainien. Non, l'inquiétude, je la comprends, parce que quand Bloomberg dit que ni les uns ni les autres n'ont pas les moyens pour faire une grosse offensive, le problème c'est que les Russes n'en ont pas besoin d'une grosse offensive. Les Russes ont juste besoin de courir 2 pas avant les Ukrainiens. Vous savez, quand il y a un grand animal qui vous suit, et que vous êtes avec votre pote, si vous êtes à 2 pas devant lui, c'est lui qui va se faire bouffer, du coup vous êtes sauvé. Ils ont besoin juste de garder ce petit rythme et de grignoter petit à petit. Et puis s'ils prennent Pokrovsk, c'est vrai que dans le langage russe militaire, on appelle ça le large opérationnel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à la rive gauche, occuper toute la rive gauche. C'est-à-dire prendre toute l'Ukraine de l'Est, et je pense que c'est ce que Poutine voulait faire. Il voulait faire d'une partie de l'Ukraine une espèce de RDA, de l'Allemagne de l'Est, pour qu'elle devienne comme la zone entre l'Occident et l'Orient, qui est maintenant la Russie. Donc le problème, c'est que d'un côté, je comprends ces soldats qui sont dans les tranchées, mais d'un autre côté, est-ce que à ce rythme, l'Ukraine va pouvoir garder son pouvoir, même pas le territoire, le pouvoir. Le pouvoir de tenir, vous voulez dire, ou le pouvoir central politique ? L'État. L'État, parce que je reviens, j'ai essayé d'expliquer, c'est le même problème qu'avait la Pologne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle pouvait, avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, s'obstiner pour Lviv et pour Danzig. L'un qui était revendiqué par l'Ukraine, et ils ont laissé Lviv à l'Ukraine, ils ont laissé Danzig chez eux, mais ils avaient peur que l'Allemagne ne les revendique, mais ils ont gardé l'État de Pologne. En tout cas, Michel Olagaray, pour revenir à 2024, parce que là, donc, on avait fait un petit rebond dans l'histoire qui est fort intéressant. Hein. De toute façon, Michel Olagaray, le président Poutine, pour ce qui concerne les courses, il a donné une date, celle du 1er octobre, si je ne me trompe pas, pour régler la situation sur place. Qu'est-ce que ça dit des intentions d'ici au 1er octobre, des intentions russes dans le Donbass, et notamment de cette ville de Pokrovsk dont on parle ? Écoutez, je ne suis pas sûr que le président Poutine
soit véritablement informé de la situation, parce que 1er octobre me paraît déjà très, très proche, surtout si les positions défensives dont a parlé le président Zelensky s'affirment. De la même façon que sur Pokrovsk, il sera très difficile aussi de s'emparer de Pokrovsk, parce que même si la population civile s'en va, bien sûr, les Russes détruiront Pokrovsk. Mais s'emparer d'une ville de cette dimension défendue par des soldats ukrainiens très aguerris, ça me paraît très, très ambitieux. Donc le 1er octobre, pour les deux objectifs, me paraît difficile. Mais il paraît une chose, si vous me permettez, que la menace que fait peser l'armée ukrainienne sur la centrale de Koursk est importante, non pas sur la centrale elle-même, dont je pense qu'ils ne la bombarderont pas, mais surtout la distribution du réseau électrique qui alimente les 5 oblasts du sud de la Russie et dont la destruction ou la diminution d'efficacité pourrait largement obérer les capacités économiques et industrielles de toute cette région et de l'alimentation du nord du Donetsk du côté russe. Donc le fait que M. Grossi aille à Koursk, c'est vraisemblablement pour envisager la future situation éventuelle de cette centrale, la mise en arrêt chaud, l'arrêt de certains réacteurs. Et je peux vous dire que rien que la menace que fait peser l'armée ukrainienne sur la centrale, sans même vouloir s'en emparer, cette menace-là peut obérer très largement les capacités économiques et industrielles de toute la région. Donc ceci est important, car il n'est pas impossible que les Russes n'aient pas du tout envisagé ce problème-là. De la même façon qu'ils arrivent toujours en retard. Madame Tourine parlait ils étaient toujours 2 pas en arrière, mais là, je pense que là, il y a plusieurs pas, plusieurs niveaux de préoccupation. Donc, il me semble que peut-être qu'un des objectifs de l'armée ukrainienne, qu'on peut commencer à discerner, ça peut être effectivement la diminution de la capacité de vie économique et industrielle de toute cette région-là. Très brièvement, si vous le pouvez, Vincent Hugeux, sur ce point. Oui, sur l'échéance assignée à ses troupes par Vladimir Poutine, il parle du 1er octobre, soit, mais de quelle année ? Ça, il ne le précise pas. Et s'agissant de l'impasse que vous évoquiez à l'instant, j'ai lu avec intérêt des propos de l'ancien chef d'état-major interarmée des États-Unis, donc le général Mark Milley, qui joue, c'est vrai, volontiers les Cassandres, mais qui dit que à brève et moyenne échéance, aucun des deux belligérants n'est capable d'imposer une issue politique par des moyens militaires. Et d'une analyse donc, qui est corroborée par le rapport auquel Cyril faisait allusion tout à l'heure. Donc, en gros, ça le conduit à dire, mais ce qu'il disait déjà quand il est en fonction, qu'il n'y a pas d'autre hypothèse de travail crédible que celle de négociation. Mais encore une fois, négociation en soi, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est les paramètres et les conditions et les rapports de force instaurés avant d'entrer dans l'éventuelle salle de tractation.